Bonsoir à tous. Même en Guyane, il y a de l'amiante. C'est le slogan de ce tract distribué cette année par la DIECT et la Sécurité sociale. Car oui, nous sommes concernés. De nombreux bâtiments publics et maisons individuelles construites avant 1997 contiennent de l'amiante chez nous. Alors avant de démolir ou de rénover, il faut faire un diagnostic amiante, puis désamianter, en tout cas si on a détecté la présence de ce matériau toxique uniquement quand il est remis en circulation dans l'air. Mais chez nous, trop souvent, on démolit ou on rénove sans prendre ces précautions pourtant obligatoires. Alors, quel est le risque amiante pour notre santé? Deux invités ce soir sur ce plateau pour en parler. Jean-Christophe Dulin, le directeur des risques professionnels à la Sécurité sociale. Bonsoir. Vous êtes chargé plutôt du volet prévention, de ce risque amiante. Pour les entreprises. Tout à fait. Et Didier Fontaine, vous êtes directeur de la société Cogit et vous réalisez des opérations de désamiantage. On va voir ça en détail depuis 2 ans. Bonsoir. Bonsoir, tout à fait. Alors tout de suite, état des lieux de la problématique amiante en Guyane avec ce dossier réalisé par Jocelyne Elgouache, Martial Grit et Frédéric Larzabal. Dans les magasins de bricolage de Guyane, ces prospectus ont fait leur apparition depuis quelques semaines. Il y est question de l'amiante et de ses dangers. Certains clients ont déjà entendu parler des risques de l'amiante. J'ai trouvé le flyer actuellement, je vais le prendre, je vais le lire à tête reposée, je vais me faire expliquer par les personnes du métier et j'en parlerai autour de moi. L'amiante, un produit très utilisé durant des années dans de nombreux matériaux de construction et interdit depuis 1997 car très dangereux pour la santé. Mais le public se sent-il concerné? Je ne fais pas de désamiantage chez moi parce que je suis convaincu que ma maison n'en a pas besoin. L'amiante reste présent dans de très nombreux bâtiments anciens. Toute intervention sur un matériau contenant de l'amiante génère une poussière qui pénètre dans les poumons, y reste et entame un long processus de destruction. Avril 2019, le palais de justice de Cayenne évacué, fermé aux agents et au public pour risque d'amiante. On découvre qu'aucun diagnostic amiante n'a été réalisé avant les travaux, qui ont pourtant été lancés depuis plus d'1 an. Une omission de l'APIGE, le maître d'ouvrage. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice a tout simplement oublié de faire le diagnostic avant travaux, pourtant obligatoire. Ce qui est scandaleux et inimaginable, c'est que, a priori, selon les informations dont on dispose, il y a eu un seul rapport d'expertise amiante, mais visuel, qui aurait été réalisé en 2006, que nous n'avons pas en notre possession, dont il résulterait que ce bâtiment ne serait pas contaminé. Sauf que, techniquement, ce rapport d'expertise est obsolète, puisque les travaux en cours ont été entrepris entre 2016 et 2017, et qu'il aurait fallu refaire un diagnostic selon la réglementation en vigueur. Et on ne comprend pas pourquoi le ministère de la Justice, encore à travers l'APIGE, qui est une émanation du ministère de la Justice, ait entrepris des travaux importants en site occupé, avec le risque de contamination par les poussières des matériaux qui ont été dégradés. Et en fait, les travaux se sont poursuivis comme si de rien n'était. Après une série de mesures, il s'avérera que le palais de justice ne présente aucune trace d'amiante. Mais l'affaire montre à quel point les obligations de recherche d'amiante dans les bâtiments publics sont loin d'être respectés, même par les plus hautes autorités. Alors, combien de bâtiments, combien de logements pourraient être concernés en Guyane par une éventuelle présence d'amiante qui peut être dangereuse en cas de travaux? Aucun chiffre officiel, mais selon l'ingénieur conseil de la direction des risques professionnels de la Sécurité sociale, beaucoup de bâtiments guyanais construits avant 1997 contiennent de l'amiante. On a des chantiers de désamiantage qui sont réalisés fréquemment, mais on a un souci sur des travaux qui sont réalisés dans des bâtiments qui contiennent de l'amiante où aucune précaution n'est prise, que ce soit le bricoleur qui travaille chez lui ou alors les entreprises qui travaillent sur ces bâtiments-là. Et la première raison, c'est que en fait, les gens ignorent qu'il y a possibilité que de l'amiante soit présente dans leur bâtiment. Les premiers concernés par les risques d'amiante sont les professionnels du bâtiment. Mais là encore, peu d'entreprises guyanaises s'inquiètent du sujet avant de lancer les travaux.
Actuellement, ce qu'on a identifié, c'est vraiment que très peu d'entreprises prenaient les précautions, avaient formé ses salariés, ce qui est une obligation, pour travailler sur des bâtiments qui contiennent de l'amiante. Pour preuve, les modes opératoires qui doivent nous être transmis et qui expliquent la manière dont on va travailler l'entreprise pour protéger ses salariés et éviter de mettre en suspension beaucoup de fibres d'amiante, actuellement, seules 3 entreprises nous envoient ces documents-là. 3 entreprises sur l'ensemble des entreprises de bâtiments, donc on va dire peut-être 1500 entreprises. Alors, elles ne travaillent pas toutes forcément dans des bâtiments comme ça, mais il faut qu'il y en ait, enfin celles qui travaillent sur les bâtiments qui contiennent de l'amiante, il faut qu'elles prennent les précautions, qu'elles fassent former leurs salariés et que derrière, administrativement, on en soit informé pour pouvoir les accompagner dans cette démarche-là. Les bâtiments contenant de l'amiante sont donc nombreux en Guyane. Illustration avec l'ancien siège d'EDF à Cayenne, qui a dû être désamianté en 2018. Coût du désamiantage, 400 000 €. Actuellement, c'est l'une des tours Floralie, construite en 1975, qui fait l'objet d'un chantier de désamiantage. Une vingtaine d'ouvriers, occupés durant 7 mois, à retirer tous les éléments amiantés de la tour avant sa démolition. Alors une opération telle que celle-là ça représente à peu près 32 000 mètres carrés de matériaux déposés. Donc parmi ces matériaux, vous avez de l'enduit, de la colle de faïence, de la colle de sol, mais aussi des gravats, puisque tout le carrelage, etc. Ce qui peut représenter jusqu'à 200 tonnes à peu près de déchets qui sont générés. Et tous les déchets feront l'objet d'un processus assez particulier de transfert sur la métropole vers un site classé. Le coût du désamiantage est tel que certains bâtiments restent à l'abandon. C'est le cas de cette bâtisse, le plus ancien hôtel de Cayenne, construit en 1968, et dont le diagnostic amiante a révélé la présence de nombreux matériaux amiantés qui devront impérativement être enlevés avant tout travaux de rénovation ou de démolition. Alors l'amiante, Jean-Christophe Dulin, est le nom donné aux variétés fibreuses de certains minéraux qui peuvent se tisser, une sorte de fibres de roche finalement, comme par exemple le silicate hydraté de calcium et de magnésium à texture fibreuse, résistant à l'action du feu. C'est la définition du Petit Larousse. L'amiante, c'est le superstar de la construction dans les années 70-80, on en mettait partout, colle, peinture, faux plafond, isolant de canalisation, toit en fibre, ciment et j'en passe. Aussi en Guyane, parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé dans ces années-là, même dans les années 90. L'amiante très présent en Guyane dans les constructions ? Oui, en fait, les matériaux qui ont servi à la construction de la Guyane sont principalement des matériaux qui ont été importés, donc importés principalement de France et de France métropolitaine, où l'amiante était utilisée très très fortement. Le pic d'utilisation était les années 75, mais il y en a eu tout au long du XXe siècle. Ça a été très très utilisé, et comme les matériaux venaient de France, forcément derrière en Guyane on retrouve de la peinture, de la colle, du ciment qui contient également de l'amiante. Plus résistant en fait, c'est ça, c'était intéressant pour ça l'amiante, que ces matériaux soient plus résistants, résistent au feu. Voilà, tout à fait. Alors l'amiante, c'est en dépit de ses problématiques de santé, c'est un matériau miracle, on va dire, parce que déjà il coûte pas cher, c'est de la roche qu'on extrait de carrière très facilement, et ensuite il a des propriétés de résistance thermique, des propriétés aussi de résistance à l'étirement, c'est pour ça qu'on s'en sert pour solidifier les colles ou les enduits. Résistance aussi. On s'en servait. On s'en servait, voilà. On s'en servait à l'époque pour ça. Donc c'était un matériau très résistant, très intéressant au niveau physique et peu cher. Donc ça a été utilisé massivement dans ces années-là. À quelles conditions l'amiante est-il dangereux et quelles peuvent être les conséquences pour la santé, en quelques mots ? Alors très rapidement, l'amiante en fait est dangereux dès lors qu'on l'inhale, c'est-à-dire qu'on respire les fibres d'amiante qui sont en suspension dans l'air. Ça veut dire sous forme de poussière. De poussière, voilà. Mais c'est vraiment des poussières très petites. C'est de l'ordre du dixième de micron. Du micron est même plus petit que le micron. Donc c'est vraiment très très petit. Et c'est dès lors qu'on inhale ces poussières-là qu'on a possibilité de contracter des maladies. Si l'amiante se retrouve enfermée dans de la colle ou dans du matériau qui n'est pas dégradé, il n'y a pas de danger.
Voilà, donc des précautions, mais pas de psychose. Il faut remettre en circulation sous forme de poussière dans l'air pour que ça soit dangereux. Tout à fait. Est-ce qu'une seule inhalation peut-elle suffire pour que se développe une maladie? Notamment, on parle beaucoup du cancer du poumon pour l'amiante, cancer de l'ésophage. Voilà, alors c'est principalement effectivement des cancers du poumon et maladies autour du poumon. Une seule inhalation, théoriquement, c'est possible. Après, il faut quand même avoir une répétition, je dirais, d'inhalation pour avoir un risque accru de contracter les maladies. C'est pas parce qu'on aura respiré un jour une poussière d'amiante qu'on tombera forcément malade. Alors nous allons entendre le médecin conseil de la Sécurité sociale, selon Marc Boinette. À ce jour en Guyane, il n'y a pas de déclaration de maladie professionnelle liée à l'amiante, mais attention, l'apparition de cellules cancéreuses dues à l'exposition à l'amiante peut survenir 20 à 40 ans après l'inhalation. On écoute donc le docteur Boinette au micro de Jocinel Gouache et Martial Grit. Depuis 2017, j'ai recherché, on n'a pas de déclaration de maladie professionnelle pour l'amiante. On a dû avoir une déclaration pour des maladies respiratoires, mais sans rapport avec l'amiante. Je crois qu'on peut remonter à jusqu'à 40 ans. Donc c'est énorme. De ce côté-là, la prise en charge ne pose pas trop de problèmes. C'est plus, est-ce que la personne va aller au bout de la démarche de déclaration de maladie professionnelle? Vous savez, quand on a pris un grand coup de marteau sur la tête, qu'on vous annonce un cancer du poumon ou de la plèvre, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est être soignés, pas forcément partir en guerre contre l'employeur ou contre l'amiante. Donc c'est très variable. La position, le statut de la personne malade n'est pas automatiquement dans la revendication. Alors pour être tout à fait précis, une maladie professionnelle, une personne a donc déclaré une maladie professionnelle tout de même en Guyane aux alentours de 2010, vous me disiez en préparant 2010, cette émission, mais contractée dans l'Hexagone. Me semble-t-il, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'était contracté dans l'Hexagone. Alors Didier Fontaine, vous êtes donc le directeur d'une société qui donc mène des opérations de désamiantage depuis environ 2 ans, c'est bien ça. Vous avez mené une dizaine de chantiers chez nous en Guyane. Le dernier en date a été la démolition d'un supermarché avenue Voltaire à Cayenne, que les gens connaissent bien. Tout à fait. C'est impressionnant que vous intervenez. On l'a vu en partie dans le dossier de Jocinel Gouache. On se croirait presque en pleine alerte nucléaire. Alors, quelle formation et quels équipements pour protéger la santé de vos salariés? C'est assez complexe. C'est assez complexe, mais je vais essayer de synthétiser et de faire simple. Donc, les formations sont de niveau SS3. Ce sont des formations qui sont faites en métropole, dans des organismes qu'on ne trouve pas ici sur la Guyane ou sur les Antilles. Des formations qui sont longues et qui coûtent relativement cher à l'entreprise, puisque pour un opérateur, c'est une formation de 5 jours qui doit être renouvelée au bout de 6 mois et qui ensuite sont contrôlées tous les 3 ans. Donc envoyer tous vos salariés qui interviennent sur les opérations Absolument. Dans l'Hexagone. Tout à fait. Il n'y a pas de formation de ce type en Guyane pour l'intervenir sur tous travaux, c'est ça, section SS3. SS3. Ensuite, sur la Guyane, vous avez une plateforme de formation sur le niveau SS4 qui s'adresse plutôt aux petites entreprises et aux artisans qui doivent intervenir ponctuellement sur de l'amiante. Pour un exemple, quelqu'un qui doit percer un trou dans un mur amianté, il lui faut une certification SS4. Voilà, ça c'est plutôt pour les petits travaux, plus modestes. Alors vos salariés sont donc classés en sous-section 3, intervention sur tout type de chantier. Il y a même tous les 3 ans un recyclage. Il y a un recyclage obligatoire, tout à fait. La médecine du travail également intervient, puisqu'on est en visite renforcée. Donc tous les 2 ans, il y a un contrôle médical. En termes d'équipement, tout à l'heure vous en avez parlé, donc en termes d'équipement, effectivement, ils ressemblent un petit peu à des cosmonautes, mais il faut qu'ils soient complètement étanches, c'est-à-dire qu'ils ont des combinaisons qui sont étanches, des gants également, un masque étanche. Sinon, ils seraient susceptibles, lorsqu'ils rentrent dans un confinement, de pouvoir respirer des fibres. Voilà, et vous confinez la zone. Alors, lorsqu'on intervient dans dans une salle d'opération un peu chirurgicale. C'est un peu ça. Lorsqu'on intervient dans une zone amiantée et qu'on doit la désamianter, il faut effectivement la confiner et la mettre en dépression. Et la conserver en dépression jusqu'au moment où on a le retour des analyses pour être certain que dans la zone ne soit plus contaminée. Donc ça prend beaucoup de temps, un chantier de désamantage. Ça prend un petit peu de temps. On voit 7 mois pour les Floralies, par exemple, c'est un concurrent à vous qui fait ça, mais bon, ça prend beaucoup de temps.
Non, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'en plus de ça, sur le département de la Guyane, on n'a pas d'organisme, on n'a pas de laboratoire. Donc toutes les analyses partent en métropole. Ils doivent revenir, ça prend à peu près une semaine pour faire les analyses. Et des analyses, il y en a tout le long du chantier. Alors Jean-Christophe Dulin, ingénieur conseil à la sécurité sociale, chargé de la prévention, pas de formation de niveau tous travaux en Guyane, les labos, on voit, il faut envoyer tout ça dans l'Hexagone. Est-ce qu'on n'est pas un peu à la traîne là, chez nous, pour muscler un peu le jeu là? Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est des formations qui sont obligatoires, mais ça reste des formations commerciales. Donc il faut qu'il y ait aussi de la demande et le volume actuel ne permet pas à un organisme de monter des formations localement en sous-section 3, sachant que la sous-section 3, on a des entreprises qui sont sur la place et qui sont capables de réaliser les travaux de désamiantage et de confinement d'amiante. Donc là, ce n'est pas réellement un problème puisque ces entreprises sont très suivies. C'est plus tout ce qui touche la sous-section 4 où là, les entreprises... Les artisans, les petites entreprises. Voilà, les artisans TPE qui réalisent des travaux de maintenance, d'entretien, de rénovation, où là, on ne va pas enlever l'amiante, mais travailler sur des matériaux qui contiennent de l'amiante. Et là, par contre, pour ce type de travaux-là, effectivement, il y a une plateforme sur la Guyane qui permet aux entreprises de faire former leurs salariés à ce type de travaux. Et alors là, vous donnez un chiffre qui est extrêmement préoccupant. Vous dites qu'il y a très peu d'intervenants, ces petits artisans, ces petites entreprises, qui prennent l'information, qui se forment, qui vous envoient leur mode opératoire. Ça veut dire que 3 sur 1500, vous dites dans le dossier réalisé par nos soins, ça veut dire qu'il y a un gros risque pour les petits artisans, pour même les jobbers. On peut être très, très inquiet là, à ce niveau-là. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de communication que vous avez introduite. C'est le problème, comme on disait tout à l'heure, avec une fibre d'amiante, c'est pas forcément problématique, mais c'est la répétition. Et donc ceux qui font de l'électricité, qui font de la plomberie ou des jobbers, qui font des rénovations dans les maisons, ça au quotidien, eux par contre prennent de gros risques sur leur santé. À savoir en plus que, comme vous disiez tout à l'heure également, ils ne se rendront pas compte tout de suite qu'ils vont contracter la maladie puisque ça va de 10 jusqu'à 40 ans avant que ça se déclare. Par contre, une fois que c'est déclaré, en termes de guérison, la majorité des maladies contractées sont très difficiles à guérir et voire certaines mortelles en moins de 2 ans. Alors, Didier Fontaine, le désamiantage, concrètement, il faut donc enlever tous les composants qu'il y a dans les cols, dans tout ce qu'on a décrit précédemment, là où vous intervenez. Ça coûte très cher. Il faut aussi envoyer les déchets dans l'Hexagone, là aussi, pas dans des containers spéciaux. Enfin, c'est très fastidieux tout ça. Oui, Laurent, effectivement, il n'y a pas de centre d'enfouissement agréé ici sur le département, donc on est obligé de faire appel à un prestataire externe pour envoyer nos déchets sur la métropole, dans des centres d'enfouissement. Donc, effectivement, c'est un coût important. Alors, ça coûte très cher tout ça. Par exemple, l'ancien siège d'EDF, qui a été désamianté en 2017, si je ne me trompe pas, 400 000 euros. En 2014, la tribune du stade Bois-Chaudat de Kourou, 300 000 euros. Enfin bref, alors, est-ce que c'est finalement, il n'y a pas quand même un abus un peu sur les prix? Je sais bien que tout ça coûte très cher, mais parce que vous êtes la seule entreprise locale à le faire, vous avez 2 concurrents qui viennent des Antilles. Est-ce que vous n'en profitez pas un petit peu pour facturer au prix fort? Écoutez, moi j'avais le même sentiment que vous avant justement de faire de l'amiante. C'est bien pour ça qu'on est rentré dans ce métier. On se dit, si vraiment les prix sont très élevés, on va pouvoir peut-être faire descendre un petit peu les prix du marché. Et lorsqu'on a commencé à faire nos études, on s'est aperçu finalement que nos concurrents étaient moins chers que nous. Donc les prix sont élevés, mais parce que les prestations on ne voit pas tout ce qu'on fait. Moins cher ou plus cher que vous? Ouais. Ils sont moins chers que nous, donc nous on était plus chers. Et donc finalement, on n'a pas réussi à descendre les prix du marché. Parce que, ne serait-ce que les analyses qui sont en métropole, parce que les déchets qu'on doit envoyer en métropole, parce que les vacations de nos opérateurs ne peuvent dépasser 6 heures par jour. Ils ne peuvent travailler en moyenne que 2 heures par vacation. Voilà, donc tout ça coûte très cher. La réglementation est très contraignante. Alors, Jean-Christophe Dulin, en ce qui concerne tous les particuliers qui nous regardent ce soir, on voit qu'il y a aussi des inquiétudes par rapport à ça. Tous ceux qui ont une maison qui est construite avant 1997, je fais des travaux, je veux changer mon faux plafond, refaire mes peintures, des vieilles canalisations. Est-ce que le diagnostic amiante, qui est obligatoire pour tous les lieux publics, tous les propriétaires d'édifices publics et commerciaux, enfin où il y a du public, est-ce qu'il est obligatoire aussi pour les particuliers des maisons construites avant 1997 ?
97. Oui, puis la réglementation est en train d'évoluer également et effectivement c'est obligatoire. Après c'est compréhensible, même si ce n'était pas obligatoire, vous avez des travaux à faire dans votre maison. Maintenant qu'on en a parlé, vous savez que si vous cassez un mur, il y a des risques, si c'est vous qui faites les travaux, d'inhaler de l'amiante. Mais en plus, une fois que les travaux sont terminés, si le nettoyage n'est pas fait comme il faut, les fibres d'amiante restent là. Donc vous pouvez aussi... Qui peut faire le diagnostic ? Le diagnostic. Alors, il y a des entreprises spécialisées sur la place qu'on trouve dans l'annuaire qui font du diagnostic. Elles sont je ne sais pas, moins d'une dizaine. 4 ou 5. Ça coûte combien un diagnostic ? Ça dépend. Ça dépend après de ce qu'on demande, du volume, quelques centaines d'euros. Mais voilà, comparé au coût d'une vie... Alors, qui peut désamianter ? Donc des artisans, vous l'avez dit, ou des petites entreprises formées Voilà, alors le désamiantage, ce sont les entreprises qui sont certifiées, qui ont fait les formations sous section 3, et ces entreprises-là sont très peu nombreuses, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que je peux le faire moi-même en allant acheter du matériel dans un magasin de bricolage peut-être pas le désamiantage, mais en tout cas, si j'ai des trous à percer, en protégeant avec des masques de fortune Vous pouvez toujours le faire, mais c'est à vos risques et périls, effectivement, si vous réalisez les travaux sans passer par du matériel spécifique à cette prévention. Après, les mesures de prévention pour réaliser des travaux en présence d'amiante diffèrent suivant les types de travaux à réaliser. Pour percer des trous dans les murs, il y a maintenant des dispositifs, par exemple des poches de gel, où on va percer à travers ces poches de gel qui limitent l'émission de poussière. Mais il faut aussi évaluer le nombre de trous que vous avez à faire. Et voilà, avant tout, il faut faire une évaluation des travaux et des risques de mise en suspension dans l'air de poussière avant de commencer. Alors, précisons tout de suite aux téléspectateurs que nous avions invité la DIECT, qui est donc l'administration qui, en matière d'amiante, est en charge donc, des contrôles. Donc l'invitation a été faite, mais les cadres référents soit étaient hors du territoire, soit indisponibles ce soir. Donc la DIECT n'a pas pu être avec nous ce soir, qui est chargée des contrôles. Alors vous disiez également, en préparant cette émission, qu'il y a un problème finalement de l'absence de police de l'amiante de façon un peu fine. On doit faire respecter le code du travail, de l'environnement et de la santé, et finalement, il n'y a pas vraiment de policier de l'amiante, entre guillemets. Oui, mais en fait, l'amiante se retrouve dans différents codes, donc ce que vous avez cité. Alors, il y a un problème, je ne jette pas la pierre sur personne, mais voilà, ça fait partie de différents codes. Et pour le moment, les agents de contrôle, il n'existe pas une agence de contrôle spécifique pour l'amiante. Donc, l'inspection du travail va contrôler le volet code du travail, l'ADAL, peut-être les déchets. Voilà, ça dépend après Voilà, alors, de problématiques. Vous qui êtes un professionnel du désamiantage, quand on voit la crise qui s'est produite donc, au tribunal de Cayenne, fermé depuis un mois, suite à un énorme loupé de l'APIGE, l'agence publique pour l'immobilier de la justice, pourtant ce sont des professionnels de l'immobilier, pas de diagnostic amiante avant les travaux de rénovation. Fermeture donc pour faire les analyses, enfin on le voit dans l'urgence. Comment est-ce qu'à votre avis on a pu passer à côté, là, je adresse la question à vous deux, à côté d'un tel sujet? Parce qu'il y a à la fois la PIGE et les entreprises chargées des travaux. Peut-être que Jean-Christophe Dulin, est-ce qu'il n'y a pas toujours un manque de communication? Vous faites une campagne, mais... Alors après, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est une chose, mais effectivement, il y a des responsabilités à la fois, là j'ai pas tous les détails pour le tribunal, mais il y a des responsabilités à la fois des propriétaires des bâtiments construits, mais également des entreprises, puisque l'employeur est garant de la santé et de la sécurité de ses salariés. Donc il se doit de demander pour les bâtiments construits avant 1997 s'il y a de l'amiante et les documents donc, qui s'y réfèrent pour savoir s'il y en a ou pas. Et, voilà. Et là, on vous envoie les documents Non, c'est pas vous, c'est le... Alors les diagnostics amiante, c'est le propriétaire qui les réalise et sont pour lui. Oui, c'est les entreprises qui interviennent. C'est les entreprises qui interviennent. Le propriétaire, le donneur d'ordre, doit leur mettre à disposition ces documents, ces diagnostics. Alors vous, Didier Fontaine, avec la Cogite, vous êtes actif depuis 2 ans, c'est ça Oui, 2 ans dans l'amiante. On le disait, dans l'amiante. Ça fait 4-5 ans qu'il y a donc ces chantiers qui ont été médiatisés et tout ça. Ça donne un peu froid dans le dos. Et avant Avant, on faisait dans la méconnaissance. Sachant que votre entreprise ne fait pas que de l'amiante. Mais Pas que de l'amiante. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on est beaucoup plus sensibilisés depuis qu'on est formés dans le désamiantage. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on intervient sur un chantier, la première chose qu'on demande, c'est le rapport amiante.
Peut-être que certaines entreprises sont mal informées et n'ont pas le réflexe. Donc encore beaucoup d'efforts de communication, de sensibilisation à faire avec cette plaquette. Bon, ça c'est plus pour le grand public probablement. Vous avez aussi des réunions plus spécifiques auprès des professionnels, puisque vous, c'est les risques professionnels. Donc en termes de communication, c'était une première phase grand public et professionnel, puisque dans les magasins de bricolage, d'outillage, tout le monde y passe. Donc c'était pour sensibiliser à la fois les propriétaires de bâtiments en leur disant attention, il est probable qu'il y ait de l'amiante si votre bâtiment date d'avant 97, et de dire aux salariés et chefs d'entreprise, attention, si vous travaillez sur ces bâtiments-là, il y a des précautions à prendre. Et donc ça, c'était la première phase. Et derrière cela, nous, on va continuer donc avec la DIECT, avec des réunions d'information pour les entreprises qu'on a citées tout à l'heure, les électriciens, les plombiers, les entreprises de rénovation, avec mise à disposition, je voulais ramener, je ne sais pas si on le voit, c'est un petit fascicule, pareil, pour les accompagner dans la réalisation du mode opératoire, pour faciliter, je dirais, cette mise en œuvre de mesures de prévention lors de travaux sur bâtiments contenant de l'amiante. Voilà, puis signalons aussi que la sécurité sociale a des aides possibles pour l'achat de matériel pour les travaux d'amiante. Vous financez jusqu'à 40% parce que ça coûte très cher là aussi, plusieurs milliers d'euros pour un aspirateur spécialisé. Vous avez du matériel aussi, ça monte à 50 000 euros, les espaces de confinement. Le premier investissement nous a coûté environ 100 000 euros pour pouvoir démarrer l'activité. 100 000 euros d'investissement, voilà. Et vous avez eu des aides pour ça, ou c'était uniquement du... À l'époque, on n'avait pas demandé à la CGSS. Voilà, donc des aides sont possibles, rapprochez-vous de la sécurité sociale. Voilà, cette émission est terminée. Merci donc Jean-Christophe Dulin et Didier Fontaine d'avoir participé à cette émission sur le risque amiante en Guyane. J'espère que vous en savez un peu plus désormais. Merci à tous, bonsoir. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.